Michel Torrekens, je suis très heureux de vous retrouver par écran interposé pour évoquer avec vous ce qu'il est advenu d'un livre dont j'avais eu l'occasion de rendre compte il y a presque un an déjà, comme le temps passe, qui est le dernier roman en date que vous avez publié, L'Hirondelle des Andes, un roman qui est paru aux éditions Zélige. Je dis le dernier roman en date parce que dans l'intervalle, vous avez publié un recueil de nouvelles dans la collection Belgique. Mais aujourd'hui, nous parlons du roman. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est peut-être de nous faire le pitch de ce roman et pas seulement de l'histoire du récit qui est raconté, mais aussi du récit de l'écrivain qui l'a écrit et de la manière dont se sont créés les personnages et en particulier comment s'est créée l'idée de relier par le destin et la vie de personnages fictifs deux romans, le précédent, Le Géranium de Monsieur Jean, et celui-ci. Alors, tout d'abord, le pitch, c'est l'histoire de Pauline qui part au Pérou pour retrouver des éléments d'information sur la disparition de sa mère. Alors, pourquoi ce roman? Parce qu'effectivement, quand j'ai eu terminé Le Géranium de Monsieur Jean, où il y a une unité de lieu avec un vieux monsieur dans une maison de repos, autour de toute une problématique familiale, j'ai eu envie de changer d'univers, de partir dans des espaces très découverts. Et pour ça, le Pérou offre des paysages époustouflants, raison pour laquelle j'ai choisi ce pays, mais qui était déjà évoqué dans Le Géranium de Monsieur Jean. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, j'avais aussi envie d'écrire un roman où intervenaient beaucoup de femmes. Pauline, une jeune femme trentenaire, qui décide de tourner le dos à une vie bien classique, dans laquelle elle a bien réussi, notamment sur le plan professionnel, et qui a envie de se confronter à d'autres réalités. Mais dans son voyage, que j'ai l'habitude de qualifier de Sierra Movi, puisqu'il nous entraîne sur les plateaux de la Sierra péruvienne, sur les hauteurs des Andes. Au cours de ce voyage, elle va rencontrer nombre de Péruviennes, et en particulier des Péruviennes villageoises, rurales, de conditions très modestes, qui se battent pour offrir des conditions de vie décentes à leurs enfants. Et cette expérience-là, enfin ces rencontres-là, c'est d'une certaine façon le prolongement d'un reportage que j'avais fait au Pérou avec une ONG et qui m'avait mis en contact avec différentes réalisations, projets autour de l'alimentation, de la santé, du logement et principalement des projets relatifs aux enfants. Mais les principales actrices par rapport à ces problématiques, c'était des femmes. Alors, on l'entend bien, vous êtes journaliste aussi, en plus d'être écrivain, et il y a toujours cette imprégnation, ou en tout cas dans ce cas-ci, elle est présente en particulier, cette imprégnation du réel, notamment lors de reportages, dans la transformation que vous en faites pour en faire des éléments d'un roman. Comment se passe cette alchimie, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que vous apprenez en plus de ce que vous avez observé là-bas lorsque vous l'écrivez en tant que romancier? C'est une excellente question. Et j'ai envie de dire qu'il y a d'abord quelque chose de très proche entre le journalisme et le travail du romancier, à savoir que c'est toujours une réécriture du réel. C'est impossible de figer le réel exactement tel qu'il est. Que ce soit dans le journalisme, il y a toujours des éléments que l'on perd, et quand on aborde la réalité par le roman, et ça peut être une réalité très intime, ça peut être un vécu très personnel, c'est aussi une réécriture. La différence, c'est que le travail du journaliste vise à l'objectivité, tandis que le travail du romancier, il est essentiellement subjectif, ce qui permet notamment d'amener des émotions
d'amener aussi toute une sensualité qui n'est pas nécessairement présente dans le journalisme, ou en tout cas où les possibilités sont plus limitées. L'espace aussi d'écriture est très différent. Un article est conditionné par un nombre de signes. Dans le roman, on a quasiment carte blanche. Le romancier est tout à fait libre de ce qu'il a envie de faire. Un journaliste, pas du tout. Il n'a pas cette autonomie, même par rapport, non seulement par rapport à la ligne rédactionnelle de son journal, mais aussi par rapport à son public. Par contre, le roman offre une liberté absolue au romancier. Et ça, c'est un luxe extraordinaire, un plaisir aussi. On se sent un peu démiurge, on peut sauver son personnage, on peut le condamner, on peut lui prêter les pires sentiments, on peut l'habiller des meilleures qualités. On a une totale liberté. Est-ce que lorsque vous avez imaginé ce personnage de Pauline et vous l'avez associé à plusieurs, j'imagine, des femmes que vous avez rencontrées là-bas, Pauline et en particulier sa mère à la recherche de laquelle elle est partie d'une certaine manière. Le voyage de Pauline est un voyage qu'elle effectue, une sorte de voyage initiatique qu'elle effectue à la recherche de sa mère qu'elle a perdue de vue et qui l'a abandonnée lorsqu'elle était enfant pour resituer un peu les enjeux dramatiques, parce que là aussi, c'est une différence entre le journalisme objectif, entre guillemets, et le roman. C'est la part de la tension dramatique que le romancier a presque besoin d'utiliser pour mettre davantage de relief sur ses personnages. Alors, comment est-ce que vous avez procédé et comment est-ce que vous avez fait les choix de la tension dramatique en regard de la réalité que vous avez observée et de ce que vous vouliez faire savoir de vos personnages? Alors, la tension dramatique liée au personnage de la mère de Pauline, qui s'appelle Hélène, Elena pour les Péruviens, la tension dramatique liée à ce personnage, c'est une tension dramatique que j'ai vécue comme journaliste quand j'étais dans les pays du Sud, des pays très pauvres, comme on le sait. Et parfois, il m'est arrivé de me dire quel est le sens de ma présence dans ces pays alors que j'ai deux jeunes enfants en Belgique. Et parfois, j'ai été pris de peur quasi existentielle, viscérale, en me disant, si je suis renversé simplement par une voiture, par exemple, je vais me retrouver dans un hôpital où je risque d'être très mal soigné. Et est-ce que je rentrerai en Belgique ou bien dans quelles conditions? Et donc, c'est cette tension dramatique de tous ces gens qui consacrent une partie de leur existence à aller dans des zones très compliquées. Bon, dans mon cas, c'était plutôt confortable, hein. La peur que j'ai eue était minime. Mais par contre, dans le cas d'Elena, elle est au Pérou au moment où règne le Sentier Lumineux, qui est un groupe terroriste qui commettait pas mal d'exactions vis-à-vis des populations civiles. Et donc, elle est confrontée à cette violence. Et donc, il y a cette tension liée à l'engagement de Pauline, qui prend des risques pour sauver des familles, elle est infirmière là-bas, pour sauver des familles euh, présentes dans ce contexte-là, en ayant ses enfants qui sont restés en Belgique. Et alors, il y a la tension liée à la violence propre au Sentier Lumineux. Et puis, il y a sa disparition. À un moment donné, elle ne revient plus en Belgique. Elle a disparu des radars et on ne sait pas trop bien pourquoi. Et là, c'est le suspense narratif propre au devenir d'Elena. Et Pauline, qui était dans la famille celle qui avait le plus de mal à accepter le départ de sa mère, est finalement celle qui va faire la démarche de partir à la recherche de la mère. D'ailleurs, on m'a parfois interrogé sur le fait que le père n'était pas parti. Et beaucoup de lecteurs se demandaient, trouvaient que c'était pas possible que le père ne soit pas parti à la recherche de cette femme. Mais voilà, il avait à s'occuper de ses enfants, il ne savait pas dans quel pays il allait débarquer. Tout le monde n'est pas prêt à effectuer ce genre de voyage. Et peut-être que lui savait ce qui était arrivé à sa femme. On n'est pas au courant.
Il y a un mystère autour de cela, et on verra si le roman, L'Hirondelle des Andes, va lever ce mystère ou pas. Ça, c'est au lecteur de le découvrir. Mais la tension dramatique la plus romanesque, je dirais, est aussi celle qui participe de ces questionnements de Pauline, qui veut aussi savoir quelle est la raison pour laquelle une mère abandonne ses enfants, qui étaient des enfants en bas âge à l'époque, bien entendu aux soins de leur père, donc ce n'est pas un abandon total, mais il fallait quand même identifier une motivation assez forte pour justifier aux yeux d'un enfant que sa propre maman l'abandonne au profit de cette vocation-là. Il y a quelque chose d'assez mystique et d'assez intégral dans cette démarche. Je ne dirais pas mystique, mais en tout cas idéaliste. On retrouve le même dilemme, la même tension dans une bande dessinée qui est sortie entre-temps, qui est de Juliette Van Estendal et qui s'appelle Les deux Pénélopes. Et c'est également l'histoire d'une mère qui part à l'étranger dans des pays sous tension, là comme chirurgienne, et la fille est adolescente. La mère revient régulièrement, mais à chaque fois, cette fille adolescente refuse de parler avec sa mère, ne lui demande pas comment ça s'est passé, ne s'interroge pas sur les motivations de la mère, et finalement, elle privilégie la relation qu'elle a avec son père au détriment de la mère qui le vit très mal. C'est une bande dessinée absolument remarquable, belge en plus, qui a eu pas mal de succès au moment de sa sortie, et ça montre que parfois, on a du mal à comprendre les motivations de gens qui nous sont proches. Euh, Est-ce que depuis un an que le livre est sorti, lors des nombreuses rencontres que vous avez l'occasion de faire avec des lecteurs et dans des librairies, dans des bibliothèques, j'ai assisté à l'une ou deux d'entre elles, est-ce que vous avez l'occasion d'observer que finalement, chaque lecteur ou chaque lectrice, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs dans la chaîne du livre de manière générale, est-ce que vous avez le sentiment que chaque lecteur et lectrice apporte finalement sa propre lecture à un roman en particulier au vôtre, et que certains s'intéresseront plus à la dimension aide et apport aux pays qu'on appelait avant pays en voie de développement d'une part, aide humanitaire d'autre part, et le troisième fil d'interrogation qui peut se nouer est celui de la relation filiale et de ce qu'est une relation familiale. Est-ce qu'on doit sacrifier à la famille une vocation, ou est-ce que la vocation doit prévaloir? Alors, comment est-ce que se répartissaient les lectures de votre roman, ou peut-être d'autres lectures d'ailleurs que vous allez nous dévoiler? mais ce qui m'a surpris, c'est que dans mon esprit, le fil conducteur, le personnage central, c'est Pauline, notamment parce qu'elle a cette capacité à tourner le dos à sa vie de fonctionnaire européenne qui vit dans un certain luxe et qui va se confronter à des réalités très différentes. Ce que beaucoup de femmes autour de moi, entre 25 et 35 ans, font. Euh, Elles montrent cette volonté farouche de se réaliser pleinement, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau artistique, et qui ont cette capacité à changer complètement de vie. Pour moi, c'était ça l'axe le plus fort. Et dans les rencontres, ce qui m'a le plus étonné, c'est que, suivant les lecteurs, ils vont plutôt retenir la position de la mère en se posant des questions par rapport à ses choix, bien sûr celle de Pauline. Beaucoup retiennent le Pérou aussi comme personnage. Il y a des lecteurs qui m'ont dit qu'à un certain moment, ils allaient sur Google pour Google Maps, pour revisiter les lieux que je décrivais. Donc, ils faisaient une sorte de voyage par procuration. Et alors, je vous l'ai dit, le plus étonnant, c'est certains qui se sont accrochés par rapport au père, alors que dans le livre, il n'est quasiment pas présent, mais ça leur a posé question. Alors, il y a quelques personnages aussi péruviens,
des femmes qui appartiennent notamment, il y a une scène de distribution de lait. Il y a eu à une époque au Pérou, je ne sais pas si ça existe encore, des campagnes qui s'appelaient Vaso de Leche, qui étaient des distributions de lait, surtout matinales, avant que l'enfant n'aille à l'école, pour qu'il ait, c'était un lait vitaminé, pour qu'il parte à l'école le ventre bien rempli et pas en mourant de faim, parce que quand on a faim, impossible de se concentrer, d'intégrer une matière, etc. Alors, ma dernière question va porter sur le destin du livre en tant que livre. Paru il y a un an, quelle est votre appréciation de la manière dont un livre comme le vôtre, un livre d'un écrivain belge, édité par un éditeur français Zélige, distribué en Belgique, et ayant traversé par ailleurs la pandémie et le confinement et toutes les difficultés de contact présentiel et d'ouverture et de fermeture de librairies, de bibliothèques et de lieux de lecture. Comment décririez-vous le destin particulier de ce livre-là? Alors, d'une manière générale, sauf si on est publié dans une structure importante avec un service de presse fort important, avec des gens qui sont derrière pour porter le livre auprès des libraires et auprès de la presse. En général, en Belgique, l'écrivain doit être le compagnon de son livre. Il doit le faire connaître, il doit aller le plus possible à gauche, à droite pour rencontrer le public. Et par rapport au confinement, plus le confinement que la pandémie, le confinement m'a mis dans une situation où 3 rencontres ont été supprimées. Finalement, elles sont reprogrammées cet automne, donc ça va être curieux pour moi parce que finalement, je vais me retrouver dans ces rencontres avec 2 livres à défendre alors que je devrais plutôt être sur un seul livre. Mais j'ai vécu une expérience de rencontre sur Internet qui était bricolée via Skype, mais avec la surprise qui était présent parmi le public, une personne qui vivait au Chili et une autre qui vivait au Canada. Or, la rencontre devait se tenir à Scarbeck. Elle a eu lieu entre-temps, mais à Scarbeck, personne n'aurait fait le déplacement depuis le Chili ou depuis le Canada. Et donc, je me dis que ce confinement, outre tous les drames qu'il a entraînés et avec la pandémie, ce confinement a peut-être permis de découvrir d'autres manières d'aller vers le public. La rencontre à Scarbeck a eu lieu et je me suis interrogé pour savoir si je n'allais pas en faire un Facebook Live en même temps pour permettre aux gens qui n'avaient pas la possibilité ou l'envie d'aller jusqu'à Scarbeck d'au moins participer à la rencontre, ne fût-ce que pendant 10 minutes, un quart d'heure, voir qui était là, dans quel esprit ça se passait, puisque j'étais avec une autre écrivaine qui a écrit un récit de voyage sur le Pérou. Donc, le Pérou était vraiment au cœur de cette rencontre. Bon, pour des questions techniques, parce qu'il faut que ce soit plus ou moins bien fait, je n'ai pas fait ce Facebook Live. Mais ça pourrait devenir presque systématique maintenant de penser à un prolongement sur les réseaux de rencontres très réelles que l'on organise. Parce que voilà, beaucoup de gens aiment le livre, mais tout le monde n'aime, parmi ces gens, tout le monde n'aime pas nécessairement aller à une rencontre. C'est déjà un public plus, plus sensible à cette approche de la littérature, voire des écrivains. Mais il y a des gens qui vous diront, moi j'ai lu un livre, je n'ai pas besoin de rencontrer l'écrivain, et c'est tout à fait défendable d'ailleurs comme position. Mais Très voilà, bien. au bout du compte, je suis assez satisfait. Malgré le confinement, ce livre a eu son existence et il continue de l'avoir parce qu'à un moment donné, un livre, finalement, il est son meilleur défenseur. Et parfois, d'ailleurs, un écrivain peut desservir un livre. Si, par exemple, je m'exprime mal lors d'une rencontre,
Et peut-être que je vais être un obstacle pour un lecteur potentiel aller vers le livre. Et finalement, le meilleur argument par rapport à une histoire, c'est le livre lui-même. Eh bien, Michel Torreken, c'est sur cette proposition extrêmement modeste, parce que vous défendez très bien votre livre, non seulement vous l'écrivez bien, mais vous le défendez très bien aussi. C'est sur cette constatation que nous allons nous quitter. Notre prochain rendez-vous, je l'indique déjà, ce sera pour parler du recueil de nouvelles Belgique que vous publiez par ailleurs. Merci Michel Torreken. Je rappelle le titre du livre, L'Hirondelle des Andes, paru chez Zélige à la fin de l'année 2019. Et Je dont vais on parle. préciser, et je vais préciser dans une collection Vent du Nord, qui est une collection d'auteurs belges, dont le dernier titre s'intitule L'ivresse des livres, qui est tout un programme. Très bien, je vous remercie pour cette page de publicité en miroir. Michel Torrekens, à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.